Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Bienvenue à votre émission Opinion. Opinion a le plaisir de recevoir ce dimanche Maître El Hadj Amadou Sall, avocat et membre du Parti démocratique sénégalais. Maître, bonjour. Bonjour Edouard. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Vous êtes aussi avocat de Karim Wade, l'ancien ministre d'État, jugé pour enrichissement illicite présumé. Alors, cette semaine, le procès a pris une nouvelle tournure. Vous, personnellement, en tant qu'avocat de Karim, vous avez été expulsé par le président de la Cour, Henri Grégoire Diop, et Karim Wade observe depuis mercredi une grève de la faim. Nous allons démarrer avec votre expulsion. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui s'est réellement passé, ce qui vous oppose au juge, au président de la Cour? Oui, je n'aurais peut-être, merci de cette invitation au départ. C'est peut-être pas pour ce qui me concerne utile de revenir sur les détails de l'incident. Il s'agit simplement de rappeler que je suis avocat. Je le suis, je le répète sans cesse, depuis 33 ans maintenant. Je suppose que je connais mon métier. Et que dans une salle d'audience, dans un procès, j'ai, au-delà des égards, je ne demande pas d'égards, mais j'ai des droits. Et mes droits sont ceux de mes clients, donc des droits de la défense. Et les droits de la défense, dans la nomenclature juridique sénégalaise, ce sont les seuls droits que la Constitution a déclarés sacré et absolu à toutes les étapes de la procédure. Et là, on vous prive de votre droit. Voilà, on me prive de ce droit parce que, de façon tout à fait illégale et inconvenante, on me prive de ce droit et on ordonne de façon également illégale, parce que c'est impossible de le faire, on m'expulse de la salle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ça devait perdurer et se reproduire, que dans un procès, lorsque l'avocat gêne ceux qui jugent et que ceux qui jugent veulent aboutir à un résultat précis, à une condamnation, que les avocats peuvent constituer des empêcheurs à condamner en rond, on les expulse de la salle et on est libre de faire ce qu'on veut. Naturellement, ceci est absolument inacceptable. C'est lui qui doit gérer normalement la police d'audience. Oui, il a la police de l'audience. Oui. La police de l'audience, c'est l'organisation de l'audience, la direction des débats. Personne ne lui conteste. Moi, dans une audience, dans le débat, j'ai quelques restrictions. Et je les assume, parce que je les respecte, tout en demandant que ces restrictions soient levées. Par exemple, je ne peux pas, sauf à y être autorisé par le juge, poser directement une question à une partie, un témoin ou un prévenu. Je passe par le juge. Donc, au fond, les questions que je pose sont gérées par le juge. Je pose la question et s'il estime que la personne qui est auditionnée ou qui est interrogée ne peut pas répondre à cette question ou ne doit pas répondre à cette question, il lui dit, le juge, de ne pas répondre. Mais en ce moment-là, moi, j'ai des droits. Le droit de demander que la question dont le juge dit qu'elle ne sera pas posée, que mention en soit faite au plumitif pour aux fins auxquelles il appartiendra. Donc, c'est réglementé. Mais, alors que, simplement parce que on a un conflit, j'ai un conflit avec un juge sur la compréhension et l'exercice de mon droit. Parce que j'ai des droits. Est-ce que vous imaginez, dans une salle d'audience, un avocat qui pose des questions, le juge l'interroge sur les raisons pour lesquelles il pose cette question, et qui lui dit, nous juges, nous reconnaissons les bons et les mauvais avocats. C'est absolument inacceptable. Et cela a fouetté votre orgueil? Non, pas du tout. J'ai répondu exactement comme
comme il m'a parlé, que également, faut pas se faire d'illusions, nous aussi, nous autres acteurs de la justice, notamment les avocats, nous savons identifier les bons et les mauvais juges. Pour cette seule raison, sans m'avoir interdit, ôté la parole, il ordonne mon expulsion. Non seulement mon expulsion, mais une expulsion manu militari, en demandant aux agents de la sécurité d'user de la violence pour me faire sortir d'une salle d'audience. Ceci est absolument inacceptable. Et vous avez été violenté? Non, pas du tout, pas du tout. Je remercie au demeurant tous mes confrères qui ont fait bloc autour de moi, autour de Madi Kenyan, et les autres confrères qui ont fait bloc en disant il n'est pas question de mettre cette mesure à exécution. Je remercie également tous ceux qui, chargés de la sécurité, ont été intelligents, en se disant que dans des cas pareils, la force brutale ne sert à rien et qu'il est peut-être préférable d'user de persuasion pour arriver à une situation d'équilibre. Ce que le juge qui emportait n'a pas été capable de gérer. Parce que quand on s'emporte très vite, on perd le contrôle de ses moyens, et quand on perd le contrôle de ses moyens alors qu'on est chargé de juger, c'est une véritable catastrophe. Un juge, quel que soit son emportement, quel que soit son énervement, il doit toujours avoir l'esprit tranquille, l'esprit calme, parce que c'est lui qui juge et un juge qui ne rassure pas, c'est une justice qui dégringole. S'il s'est énervé, c'est parce qu'il doit avoir une bonne raison de le faire. Non, il n'y en avait pas. Nous sommes dans une audience. Parfois, naturellement, le débat est houleux, mais ça va de soi. Et ça entre dans la gestion normale d'une audience. Moi, j'ai le souvenir précis de grands magistrats, notamment de feu Leïti Kama, qui fut un énorme magistrat qui aura laissé dans notre conscience, dans notre esprit, dans notre mémoire, un souvenir présent. Il avait l'habitude de dire qu'une audience sans incident est une audience sans âme. Donc les incidents, nous savons à la fois les créer et les gérer. Des audiences. Absolument, ça fait le charme, mais il y a des limites. Les incidents, ça ne veut pas dire la foire à l'empoigne. D'accord, c'est des conflits que des hommes de grande classe qui ont une certaine idée d'eux-mêmes et de la justice font. Non pas pour agrémenter, mais pour que chacun sache le rôle qui est le sien et aussi permettre la manifestation de la vérité. Donc les incidents d'audience, c'est fréquent, mais tout dépend de la capacité des uns et des autres à les gérer. Malheureusement, ici, nous nous sommes retrouvés en face d'une personne que je ne juge pas, qui nécessairement, je le dis, c'est quelqu'un que je connais. Je ne vais pas venir ici taper sur lui parce que je le connais. Je sais que c'est un homme qui a des qualités, que je reconnais, qui a de bonnes qualités, que je connais depuis 30 ans. Malheureusement, dans ce cas précis, il s'est emporté. Et quand on se laisse emporter comme ça par ses émotions, on perd le contrôle des événements. Or, un chauffeur qui perd le contrôle d'un véhicule lancé à vive allure, c'est une catastrophe. Donc, je mets ça sous le compte de l'énervement, je mets ça sous le compte de la longueur du procès, parce que c'est un procès qui est long, mais la justice, c'est pas un jeune homme, la justice, c'est une vieille dame qui marche d'un pas feutré, d'un pas calme, d'un pas qui ne se trompe pas. À l'ouverture de l'audience, il disait qu'il était prêt à rester le temps que durera le procès. Il n'est pas pressé. Oui, mais l'épreuve du temps aura eu raison de sa patience. Il commence à être dépassé par les événements. En partie, oui, je le pense. Et que c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles souvent il était convenu de procéder ainsi, parce que quand même on ne peut pas, depuis 6 mois nous sommes occupés par un procès, il est normal qu'à un moment ou un autre qu'on s'arrête un peu pour respirer. Quand on ne s'arrête pas pour respirer, on étouffe. Il s'est retrouvé dans une situation où il est étouffé. Je peux le comprendre, mais quel que soit cela, et quelles que soient les raisons qui peuvent expliquer un comportement, une chose est certaine, ce comportement ne doit pas être de nature à porter atteinte aux droits de la défense, et le juge ne doit pas s'énerver. S'il s'est énervé, comme vous dites, c'est parce que vous avez joué sur ses nerfs. Là, vous avez au moins réussi votre pari. Non, pas du tout, ce n'est pas... On peut avoir, les avocats, il arrive qu'on ait un style agressif, pourquoi pas? Ça fait partie, on juge de la façon dont on organise notre défense. On peut, dans un procès,
faire, comme on dit, une défense de connivence, on peut faire une défense de rupture, on peut faire une défense molle, une défense agressive. Mais ça, un juge doit pouvoir le supporter. Sinon, il cesse d'être ce qu'il est. D'accord? Nous, c'est notre rôle de faire tout ce qui est conforme et tout ce qui va dans l'intérêt de la défense de notre client, mais pourvu simplement qu'on respecte à la fois les formes, qu'on respecte les différents acteurs de la justice et qu'on ne porte pas atteinte à la dignité et à la sérénité des débats. Je ne sais pas si mon style était agressif ou pas, mais je ne pense pas avoir porté atteinte à la sérénité et à la dignité des débats. Maintenant, que quelqu'un ne puisse pas contrôler ses nerfs, moi je n'y peux rien. Aujourd'hui, vous dites qu'il est dépassé. Est-ce que là, vous exigez qu'il soit démis et qu'un autre vienne pour poursuivre le procès? Mais je n'en suis pas là. Je demande simplement qu'on tire les conséquences de tout cela. En faisant quoi? En faisant, je ne sais pas, moi je ne gère pas ça. Je constate simplement que des débordements ont eu lieu et à plusieurs reprises, il y a eu des incidents qui n'ont pas été suffisamment sous contrôle. J'aimerais que les choses soient sous contrôle, simplement. Et j'aimerais que tous ceux qui sont intéressés à ce procès interviennent directement ou indirectement pour que les choses se fassent dans une séquence apte à assurer la sérénité du débat et les droits de chacun, les droits de tout le monde, les droits de ceux qui jugent, parce que ceux qui jugent aussi ont le droit au respect de leur impérium. Les participants, chacun parmi eux a droit au respect de sa position. C'est une affaire de gentleman, quoi. Pas le gentleman, c'est comme le code de la route. Le code de la route, c'est le code des gentlemen. Une audience, le déroulé d'une audience se fait dans une séquence de gentlemen. C'est l'aristocratie judiciaire. C'est dans cette séquence-là que les choses se font et nous demandons simplement que toutes les mesures soient prises pour qu'il en soit ainsi. C'est tout. Maintenant, ceux qui ont la responsabilité de ceci ou de cela, chacun, en fonction de ses responsabilités et de ses pouvoirs, verra ce qu'il faut faire. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, nous remercions le bâtonnier de l'ordre des avocats qui est en train de faire son devoir. Il n'a pas été inférieur à son devoir. Je dois le reconnaître et le remercier ici publiquement. Il vous a rencontré, vous les avocats de Karim Wade. Naturellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre? On ne peut rien en retenir parce qu'on ne peut rien en dire. Vous savez, le bâtonnier, quand il s'ouvre et il ouvre ses locaux à des avocats pour discuter, alors là, c'est motus et bouche cousue. C'est à lui de dire ce qu'il peut en dire, mais moi, je n'ai absolument rien à en dire. Oui, solidarité de corps oblige. Vos confrères de la défense ont décidé de boycotter les audiences jusqu'à nouvel ordre, mais la politique de la chaise vide n'a jamais prospéré. On n'a pas fait, c'est pas une politique de chaise vide. C'est un acte que l'on pose pour que nul n'en ignore et pour signifier que des droits ont été violés. Il fallait marquer le coup. Il fallait à la fois marquer le coup et poser cet acte en se disant, parce que c'est ça aussi la position des avocats de la défense. Un acte d'une extrême gravité a été posé. Je n'allais pas dire un affront, parce que ce ne serait pas juste, mais c'est un acte d'une extrême gravité. Il faut faire en sorte que ces effets cessent et que ça ne se reproduise plus. Et c'est ça le débat. Est-ce que les effets vont cesser? Est-ce que cela ne se reproduira plus? C'est ça le débat. Mais en boycottant les audiences, de fait, vous pénalisez votre client. Oh, vous savez, ce qu'on fait ici, tout ce qu'on peut faire, quelles qu'en soient les conséquences, nous le faisons en relation et avec l'accord de notre client. Parce que nous sommes à la fois des avocats ayant des droits dans une salle d'audience, dans un procès, mais également, surtout dans un procès pénal, nous assistons le prévenu, nous l'assistons, nous ne le représentons pas. Puisque nous l'assistons, ce que nous faisons doit être conforme à ses intérêts et nous devons en discuter avec lui. Donc jusqu'à présent, tout ce que nous faisons, nous le faisons en accord avec notre client. Alors,
Bon, quelles en sont les conséquences? Les conséquences, nous les assumons. Nous les assumons, nous, directement. Et notre client, ici, Karim Wade, assume les conséquences. Donc, vous l'assumez quand vous avez vu votre client menotté et oui, voilà, nous le dénonçons. Parce que je vais vous dire. Oui. Parce que c'est quoi être gentleman? C'est avoir une position à la fois conforme à une certaine éthique et à un certain mode de gestion et une certaine vision des choses de la vie, de la quotidienneté. C'est ça aussi, quelque part, c'est-à-dire que les positions aristocratiques de la justice, parce que c'est ça, c'est le respect d'une certaine forme d'éthique, c'est le respect des droits, c'est le respect de ce que nous avons de meilleur en nous-mêmes, le respect des droits de l'homme. Alors vous imaginez quelqu'un au-delà des fonctions qu'il occupe, parce qu'il n'a pas plus de dignité qu'un autre prévenu. Mais quelqu'un qui dit juste de mes droits. J'ai le droit, lorsque mes avocats ne viennent pas, de ne pas me présenter. Respectons cela. Nous avons vu des personnes poursuivies pour crimes contre l'humanité en France et qui sont détenues, qui disent qu'ils restent dans leur prison, mais on les juge en leur absence. Quelqu'un qui peut le plus, peut le moins. Quelqu'un qui peut venir à l'audience, on lui pose des questions, il dit je ne réponds pas, c'est ça mon mode de défense. Il a le droit de dire je ne viens pas. S'il ne vient pas, bon, le président, quel droit il a pour le faire comparaître? Alors ici, le menotté, le faire comparaître menotte au point, il est interdit de comparaître dans une salle d'audience menotte au point. C'est parce qu'il a opposé une résistance. Mais parce qu'il ne... Quel est l'ordre qui a été donné? Quand on donne un ordre, qu'on ait au moins le courage et la lucidité de donner un ordre écrit, où on requiert la force publique en lui disant exercer une violence. Mais alors là, l'ordre écrit, c'est quoi? C'est un mandat d'arrêt? C'est un mandat d'amener? C'est un mandat de comparution? C'est quoi? Lorsque le prévenu Bibo Bourgi était à l'hôpital, d'accord? On lui demande de venir. Il ne vient pas. Qu'est-ce que le juge a fait? Il a décerné un mandat de comparution pour qu'il soit présent. Donc, je dis, je ne veux pas rentrer dans tout cela, mais Karim Wade a le droit de dire je ne me représente pas à l'audience. Et c'est à ses risques et périls. Il défie l'autorité. Il ne défie pas l'autorité, c'est son droit. Celui qui peut le plus peut le moins. C'est-à-dire, si je peux ne pas parler, je peux ne pas venir. Mais alors, pendant que nous y sommes, Karim Wade, à un moment donné de ce procès, a dit qu'il ne parle pas. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le juge va l'obliger à parler. Il ne peut pas l'obliger à parler. Puisqu'il ne peut pas l'obliger à parler, il ne peut pas l'obliger de venir. Alors respectons les droits des gens, les droits des uns et des autres. Ce n'est pas parce que dans une séquence judiciaire particulière, momentanément, on a un impérium, on a un pouvoir, qu'on exerce ce pouvoir à l'aveugle. Le pouvoir, il est respecté, il est légitime, et il est légitimé par son exercice régulier dans le respect des droits et de l'éthique. Oui, ici, ce n'a pas été le cas. Au-delà de la dénonciation, jusqu'où comptez-vous aller dans cette affaire d'agression supposée ou réelle? Jusqu'au bout, en relation avec lui, jusqu'au bout, jusqu'à ce que ces droits, tous ces droits, la totalité de ces droits soient respectés. Et fondamentalement, le droit à un procès équitable. Et parce que nous ne sommes pas dans un procès équitable, franchement et honnêtement. Le droit de respecter les libertés et les droits qui lui ont été conférés à la fois par les lois, les constitutions et les décisions de justice. Nous sommes dans une situation objective où une décision de justice rendue par la Cour de justice de la CEDEAO dit que Karim Wade n'est pas justiciable de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. En dépit de tout cela, en dépit du bon sens, on ferme les yeux comme un taureau. Quand la justice le vin est tiré, hein? Il faut le boire. Bon, il faut le boire ou il est tiré. Hein? Pour ceux qui ne boivent pas, il faut le jeter par terre. Hein? Il est tiré, il faut le jeter par terre. Bon, quand le lait est tiré aussi, ceux qui ont du cholestérol le donnent aux autres. Mais ici, si la justice est rendue comme dans une arène avec des taureaux, je suis désolé, ce n'est plus de la justice. Hein. C'est un jeu de massacre. La justice, ce n'est pas un jeu de massacre. C'est un exercice intelligent de l'exercice du droit régalien qui appartient à l'État de régler les équilibres dans une société.
d'accord, et la coexistence. Égard à ceux qui défient et qui mettent en cause cet équilibre-là. Et c'est ça aussi la justice. La justice, c'est pas un pouvoir qu'on donne comme ça à des guerriers qui ne réfléchissent pas et qui sabrent au clair fond sur tout le monde. Mais c'est pas possible. On ne rend pas la justice comme cela. Oui. Peut-on considérer que désormais un ressort s'est cassé entre la défense et le président de la Cour? Ah, ça, on peut le dire. Absolument. Un ressort est cassé. Complètement cassé. Il va falloir recoller le morceau, s'il est encore possible de le faire. Oui. À votre avis, est-il possible toujours de recoller les morceaux? Je ne sais pas, ça dépend de la position des uns et des autres et de la volonté des uns et des autres de faire en sorte de rectifier et que ça ne se reproduise plus. Si c'est fait, oui. Si c'est pas fait, non. La défense est-elle prête à reprendre le procès? La défense est prête à aller jusqu'au bout, à reprendre pour autant que tous ses droits en tant que défense, en tant qu'avocat et ses droits en tant que prévenu, les droits de Karim Wade, si tout cela est respecté, naturellement, on est prêt à et qui doit donner toutes ces garanties-là? Ce sont les autorités judiciaires, c'est la Cour, c'est toutes les autorités judiciaires qui doivent donner ces garanties. C'est aussi, en définitive, on le dit, une des fonctions du président de la République, c'est de veiller au bon fonctionnement des institutions. Le président de la République doit veiller, et c'est lui qui est élu, c'est lui qui sait comment il fait, mais il doit veiller au bon fonctionnement des institutions. Et la justice étant une institution, il lui appartient de veiller à son bon fonctionnement. Oui. En tout cas, pour dénoncer la violation de ses droits, ce sont les termes de Karim. Karim Wade a démarré une grève de la faim. Alors vous, en tant qu'avocat, que pensez-vous de cela? C'est légitime. Parce que on exerce sur lui une violence d'État légitime. C'est vrai que l'État a le monopole de la violence légitime, mais l'État n'a que le monopole d'une violence légitime, et non d'une violation, d'une légitimation d'un règlement de compte politique par le judiciaire. Or, ici, nous sommes dans une légitimation judiciaire d'une volonté politique de règlement de compte et de liquidation d'un adversaire. C'est absolument inacceptable ce qui lui arrive. Et les droits de ces avocats comptent pour moins que rien dans un procès. Vous l'avez vu, les propos désobligeants, les remarques inopportunes et parfois humiliantes d'un juge. Le juge lui a dit, tout le monde l'a vu, quand Karim lui dit, ah bon, que je peux partir, je vais chez moi. Il dit, oui, mais si vous croyez que vous allez retourner chez vous, mais vous retournerez en prison. C'est désobligeant. Quand le juge, il l'a dit une dernière fois, quand je disais, tiens, la Cour est gentille, qu'est-ce que le président m'a répondu devant tout le monde? Oui, mais le jour où vous comparaîtrez ici, vous verrez si la Cour est gentille ou pas. Donc toutes ces remarques... C'est pour mettre de l'ambiance, c'est pour détendre l'atmosphère. Oui, mais soyons positifs. Si c'est pour détendre, c'est de l'humour noir. C'est de l'humour noir. Oui, je peux parfaitement comprendre cet humour-là, mais quand c'est exagéré ou quand c'est sarcastique, non, ce n'est pas bon. D'accord? Donc ces avocats sont presque dans une situation où on a l'impression d'être dans une école maternelle avec une méchante maîtresse qui rappelle tout le monde. Alors nous ne sommes pas dans ces situations-là. Nous sommes de grandes personnes. Certains parmi nous ont des petits-enfants ou des petits-neveux comme moi. Vous imaginez, voilà ma situation, avoir de petits-enfants et se retrouver dans une situation où on est grondé comme un gamin. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais si les choses doivent dégénérer, il doit ramener la mosquée au milieu du village, comme on dit. Tous ces droits sont violés, ces droits de la défense, ces droits de l'homme, tout est violé, et il n'a absolument aucun autre moyen pour faire respecter ces droits que de faire une grève de la faim. Tous les moyens sont bons lorsqu'ils sont légitimes pour faire respecter un droit. Et Karim Wade a le droit d'entamer une grève de la faim pour faire respecter ces droits. Vous imaginez bien que ce n'est pas de gaieté de cœur, ce n'est pas par légèreté non plus qu'on prend une décision aussi grave. A-t-il recueilli l'avis de ces conseils que vous êtes? Il nous a informés. Il nous a informés et nous ne l'avons pas dissuadé de le faire. Pourquoi? Parce que nous estimons qu'il exerce un droit légitime. Parce que trop, c'est trop. Quand c'est trop, c'est trop. C'est quoi ça? C'est un aveu d'impuissance de sa part? Non pas d'impuissance, mais à la fois d'exaspération et une volonté de se battre. Par tous les moyens, parce que c'est une volonté, on se bat par tous les moyens. Nous ne sommes pas dans une séquence judiciaire normale. Nous sommes dans une séquence
politico-judiciaire. C'est ça la séquence. Politico-judiciaire. Règlement de compte politique en passant par la justice. Tous les moyens sont bons. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, même du point de vue politique. Le parti auquel j'appartiens a décidé de radicaliser ses positions pour que, enfin, justice soit rendue et qu'on rende justice à un des nôtres. C'est quoi? Vous êtes dans une logique qu'on en finisse? Oui, qu'on en finisse dans le respect des droits. Parce que trop, c'est trop. On a pensé un moment, parce que quand même, il faut que je fasse cet aveu. Nous avons pendant 12 ans géré ce pays. Avec les conséquences qu'on sait. Oui. Nous avons tout fait pour le faire bien. Notre volonté, c'était de faire bien. Notre envie, c'était de faire bien. Et nous pensons avoir bien fait. Les Sénégalais ont dit non. Oui, ils vous ont sanctionné. Voilà. Nous sommes partis, mais nous disons quand même, nous avons ce souvenir d'avoir eu ces responsabilités et nous avons cette volonté de revenir demain, exercer les mêmes responsabilités. Donc nous avons dit, ayons de la retenue. Croyons à un État moderne, qui respecte les droits. Croyons à des institutions qui se sont affranchies de la tutelle et de la puissance politique. Mais nous nous sommes rendus compte, in fine, qu'il n'en est pas ainsi. Que nous avons la désagréable sensation que tout a été organisé, que c'est une machination, que tout a été fait à partir du palais de la République pour mettre en place une broyeuse d'opposants politiques. Quand ça se passe comme ça... dans une logique de casser de l'opposant? Absolument. Le faut-il à quelle fin? Vous savez, hein, quelle est la préoccupation? Laissez l'avocat qui ne plus s'exprimer, parce que là, ce n'est plus l'avocat qui s'exprime, c'est l'homme politique qui s'exprime. Macky Sall, je le dis dans une formule ramassée, a deux problèmes. Le premier problème, il a été élu démocratiquement. Le Sénégal a son fauteuil le plus noble, la présidence de la République, la magistrature suprême, et on l'a donné à une personne qui s'appelle Macky Sall en lui disant « Occupez-vous de ce fauteuil, asseyez-vous sur ce fauteuil pour diriger ce pays ». Il laisse ce fauteuil qu'on lui a donné pour aller s'asseoir sur un banc public. Et sur ce banc public, à sa droite, il y a quelqu'un qui s'appelle Moustapha Agnès. Sur sa gauche, il y a quelqu'un qui s'appelle Ousmane Tanor Dieng. Et ils sont sur le banc public en train de se disputer de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est son premier problème. Ça lui prend trop de temps et il n'a pas le temps de s'occuper de ce pourquoi il a été élu. Première chose. Voilà. La deuxième chose, on s'est tous rendu compte qu'il n'a pas été capable ni de tenir ses promesses, parce que ce ne sont que des promesses qui n'ont engagé que les fous, des citoyens qui ont bien voulu y croire, donc il n'y avait pas de promesses, et nous sommes dans une situation de paupérisation généralisée. Nous sommes dans une situation où, comme disent les Sénégalais, le pays est maquis. Rien ne va. Vous voulez dire que ce sont des fous qui ont voté pour Macky Sall? Quelque part, parce que quand je dis fou, c'est un euphémisme pour dire que nous avons été trompés, parce que nous y avons cru. Il nous a fait des promesses, nous avons cru à ces promesses-là, et on s'est rendu compte 2 ans, 3 ans après que ces promesses-là, lui-même qui les faisait, il n'y croyait pas. J'ai encore le souvenir assez désagréable de Macky Sall juché sur sa voiture avec un sac de riz dont il disait que ce sac, on va le vendre à moins de temps. 3 ans après, il vient dire au Sénégal, non, je ne parlais pas de ce sac-là. Donc, c'est des promesses qui n'engagent pas celui qui les fait, mais ceux qui ont cru, les Sénégalais qui ont cru. Donc, on est dans une situation comme ça, où le président est un président qui est dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, et qui est dans une forme de stupeur. Alors, qu'est-ce qu'il se dit? Il n'est préoccupé dans ces conditions que par une seule chose, sa réélection. Et il se dit que pour ma réélection, le PDS... en politique. Non. Vous savez, moi, Pierre-Edouard... L'obsession du 2e mandat. Non, ça ne devrait pas. Vous savez, moi, je suis croyant. Et si je suis croyant, on m'a appris que Dieu a dit demande-moi, je te donne. Remerciement, je te donne encore plus. Qu'est-ce que ça veut dire dans une autre formule? Que, au fond, c'est Dieu qui choisit. Dieu l'a choisi. Mais maintenant, pour sa réélection, il faut qu'il donne des gages. Il faut qu'il fasse la preuve de sa compétence et de sa volonté de bien faire. S'il le fait, les Sénégalais vont le réélire. Macky Sall a été élu par les Sénégalais sur la base simplement d'une espérance qu'on avait en ses capacités.
il ne sera pas réélu sur la base de cette espérance, il sera réélu sur la base d'un bilan. S'il n'a pas de bilan, il ne sera pas réélu. Donc il ne peut pas, il ne devrait pas se préoccuper. Ces compétences ne sont plus à démontrer. On l'a vu avec le plan Sénégal émergent. On a vu le bond de 10 places que le Sénégal a fait dans le classement Doing Business. On a vu le taux de croissance qui avoisine les 5% en 2014. Pierre-Edouard, oui. Évidemment, si l'année dernière le taux de croissance était presque nul, si on s'en réfère à ce que l'agence de la statistique avait dit, contrairement aux chiffres gonflés du ministère de... Quand on part de zéro, c'était presque le cas. Aller faire un pas, c'est énorme. D'accord, mais c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est la souffrance des Sénégalais, l'incapacité du président à régler des problèmes. Et donc, c'était pas ça mon propos. Mon propos, c'est que il n'est préoccupé que par une seule chose, sa réélection, son improbable réélection. Et pour cela, il se rend compte qu'il a un seul adversaire. C'est le PDS. Donc il faut détruire ce parti, il faut détruire l'image de ce parti, il faut détruire les différents responsables de ce parti. Je vais vous dire, Pierre-Edouard, imaginez, c'est quand même extraordinaire. Quelques-uns de nos responsables, Dieu merci, j'en fais pas partie. Prenez Madi Kenya, c'est un énorme responsable de notre parti. Prenez Samuel Sarr, c'est un gigantesque responsable de notre parti. Ousmane Ngom, Ablaye Baldé qui n'est pas de notre parti, Oumar Sarr. Vous savez que voilà, 3 ans, ceux qui sont députés parmi eux, on a levé leur immunité parlementaire, ils ne sont pas entendus, ils ne sont pas poursuivis et on leur interdit de sortir du pays. 3 ans. Alors qu'aucune poursuite, au moment où je vous parle, n'est exercée contre eux. Qu'est-ce que c'est que ça? Karim Wade est en prison. Il est presque le seul à être en prison. Le responsable de cadre est en prison. Celle qui voulait prendre le destin de l'organisation de nos femmes est en prison. L'ancien responsable des jeunes est en prison. Si ça ne vous trouble pas, si ça ne trouble pas l'opinion, jamais rien ne troublera. Bientôt, vous risquez de tenir votre comité directeur à Rebeuss, hein? Probablement, si ça continue comme ça. Oui, c'est parce que c'est vous qui gérez. Imaginez qu'on a fait un comité directeur devant le palais de justice le jour où j'étais arrêté. On l'a fait devant le palais. Il ne nous reste qu'une seule chose à aller faire, un comité directeur. Est-ce que cela ne vous donne pas à réfléchir? Le fait que les pontes de votre parti soient poursuivis par la justice? Ah si, ça nous... Oh non, ils ne sont pas poursuivis. Ils ne sont pas poursuivis. Certains sont sur une décision administrative d'interdiction du territoire, oui. Sans qu'aucune poursuite ne soit exercée contre eux. D'autres sont poursuivis sans qu'aucune preuve n'ait pu être apportée. Mais vous imaginez, Pierre-Edouard, acceptons de reconnaître que Karim Wade était poursuivi au départ presque pour 1000 milliards de francs CFA. 690, auxquels on a ajouté d'autres. Mettons 800 milliards au départ. À l'arrivée, on met 117 milliards, en ajoutant 47 milliards dont on ne sait quelle est leur origine. D'accord? Ça fait réfléchir. Même si c'est un franc, c'est l'argent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a trouvé? Non, j'en viens à ça. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce qu'on a trouvé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a retenu? Des bijoux, des bracelets, des boucles d'oreilles et des montres pour une valeur de 40 millions. C'est tout ce qu'on a saisi. Des bijoux qui appartiennent à sa femme, à sa défunte épouse, et qui constituent une partie de l'héritage laissé à ses enfants. C'est tout. Aujourd'hui, en termes de saisie, le dossier de Karim Wade se résume aux bijoux de sa défunte épouse. En dehors de ces bijoux, il n'y a rien d'autre. Là, vous caricaturez. Je ne caricature pas. Oui. Je ne caricature pas. Le dossier est aussi plus corsé que ça. Je suis désolé, je leur lance un défi. Ils n'ont qu'à venir ici dire en quoi le dossier est plus corsé. En dehors de ça, il n'y a rien. En dehors de ça, il n'y a que des accusations pour dire que telle société... Alors là, je tombe des nues, vous êtes témoin. On a discuté pendant 12 jours devant le tribunal de la nature d'une société. Est-ce un bien ou une personne morale? Et on a voulu nous faire, nous vendre une idée qu'une société est un bien et qu'en tant que bien, elle appartient à quelqu'un, donc elle peut être saisie. Vous savez parfaitement, nous le savons tous, qu'une société est une personne morale divisée par action et chaque action est détenue par quelqu'un. Disons, les propriétaires des actions ont une part de propriété sur le capital de la société, mais la société elle-même est une personne morale. Elle a la personne, tout ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Alors, le dossier de Karim Wade se résume à ça. L'on dit qu'il est propriétaire, non pas d'actions sur des sociétés, mais d'actions, disons qu'il est propriétaire de sociétés à travers des prête-noms. D'accord? Il faut tirer au clair.
toute cette... Mais voilà 6 mois qu'on ne parvient pas à le faire. Voilà 6 mois. Voilà 6 mois qu'on discute. C'est parce que c'est vous qui jouez la montre. Non, on ne joue rien du tout. Si nous jouons la montre, ça veut dire que nous sommes plus forts qu'eux. Et je ne pense pas qu'on soit plus fort qu'eux. C'est parce que simplement, c'est mal parti. On est parti sur une logique qui est complètement ridicule, une logique totalement loufoque. Et évidemment, ça donne absolument rien. Aujourd'hui, il faut dire la vérité. On fait un procès public et tout le monde est resté sur sa faim après 6 mois. C'est absolument inacceptable. Et qui a intérêt à voir le procès tiré en longueur? Ce n'est pas nous. Vous savez, qui est en prison? Le temps juré à faveur de qui? Qui est en prison? Qui est en prison? C'est Karim Wade qui est en prison. Oui. Vous nous imaginez... Et là, ces avocats boycottent les audiences. Non, mais attendez. Vous avez dit qui a intérêt à ce que ce procès dure en longueur. Oui. Nous n'avons pas intérêt à ce que ce procès dure en longueur parce que c'est notre client qui est en prison. Plus il dure, plus notre client reste en prison. Donc nous, notre intérêt est que ça aille vite, que la vérité soit connue et que, Karim Wade puisse sortir. Mais quoi qu'il arrive, le plus important, c'est la vérité. C'est la manifestation de la vérité. Mais tous les témoins, c'est ça en fait qui fait la tournure dramatique, parfois tragique de ce procès, c'est que ce qui apparaissait, ce qui semblait apparaître comme des témoins à charge, lorsqu'ils sont venus à la barre, se sont révélés être véritablement des témoins à décharge. Que ça soit le service des impôts et domaines, tous ceux qui ont été entendus à ce titre-là sont des témoins à décharge. Tous les notaires qui ont été entendus sont des témoins à charge. Les experts comptables et commissaires aux comptes sont des témoins à décharge. Les différents directeurs de l'ANAX, de ceci, sont des témoins à charge. Aujourd'hui, après 6 mois, en définitive, il y a des témoins à charge. Il n'y a que 2 témoins à charge. 2. Jusqu'à présent, 2 témoins à charge. Naturellement, ils se sont rendus compte que c'est insuffisant. C'est ça qui agace, c'est ça qui énerve et qui fait qu'on perd un peu le réflexe. Donc, franchement, entre nous, nous n'avons pas intérêt à ce que ça dure. Et que répondez-vous à ceux qui vous reprochent d'avoir théâtralisé le procès? On cite par exemple la grève de la faim de Karim Wade, l'agression supposée ou réelle contre lui. Là, vous répondez quoi? Je vais vous dire, je ne sais pas ce que ça veut dire théâtralisation. Et je suis meurtri que les prestations des avocats dans le sens du respect des droits de l'homme puissent être considérées comme telles. Premièrement, un avocat expulsé d'une salle, ce n'est pas du théâtre. C'est trop sérieux. Karim Wade menotté. Même s'il l'a cherché. Non, si vous affirmez que je l'ai cherché, je vous en laisse la responsabilité. C'est une question. Je ne vois pas pourquoi je le chercherai. J'ai une très haute idée de ma propre personne pour ne pas me laisser expulser. Vous imaginez ce que c'est que se laisser expulser? Vous êtes senti humilié? Non, pas du tout, mais je me suis senti atteint. Atteint. Donc, je ne vais pas, moi, créer une situation où on devrait me tenir par là, exercer la force physique sur moi pour me faire expulser. Je ne le ferai jamais, j'ai une très haute idée de ma personne. Ne serait-ce simplement pour que l'idée que je me fais de moi. Et pour ce que je pense être mon propre parcours. J'ai commencé mon activité, mon engagement en politique, je n'avais pas 20 ans. Ça fait plus de 40 ans. Plus de 40 ans que je mène une activité politique sans interruption. J'ai de grands enfants. J'ai des petits-neveux. Mes petits frères ont de petits-enfants. Vous imaginez dans ces circonstances-là, jouer au théâtre et me faire expulser et qu'on me dise on m'a expulsé. J'ai exercé des fonctions, je suis avocat. J'estime que c'est le plus beau métier du monde. Un des métiers les plus nobles. J'ai été ministre de la République. Vous imaginez que je joue à ça? Je ne peux pas jouer à ça. Je ne peux pas me le permettre. Vous imaginez Karim Wade menotté, battu. Je dis bien battu. Il a été battu, vous confirmez? Battu, je confirme. Oui. Vous imaginez, il a fait une radio. Il a été à l'hôpital. Il a fait une radio. La radio a diagnostiqué une grave entorse du genou. Aujourd'hui, il ne marche pas, il claudique un peu. Parce qu'il a une grave entorse au genou. Si c'est ça du théâtre, je ne ferai plus jamais de théâtre. C'est un mauvais procès que vous faites? Non, parce que vous savez, dans ce pays, j'allais rappeler le proverbe chinois. Les gens qui ne vous aiment pas, le proverbe chinois disait, lorsque le doigt montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Donc franchement, je n'accepte pas cela. Je n'accepte pas cette accusation de théâtralisation parce que Karim Wade souffre dans sa chair. Souffre triplement dans sa chair. Souffre d'avoir été emprisonné, injustement emprisonné. Souffre de comparaître à l'audience, menotte au point. Souffre d'avoir été battu
et d'avoir été blessé. C'est extrêmement grave. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays que cela se passe ainsi. Et je dis, il ne faudrait pas qu'on en arrive à des situations de règlement de compte qui atteignent cette ampleur-là. Parce que cela veut dire demain, lorsque le pouvoir changera de main, parce que nous espérons, avec naturellement l'accord des Sénégalais. Vous imaginez si c'est des règlements de compte demain, ceux qui vont venir vont prendre la famille de Macky Sall ou Macky Sall lui-même, le jeter en prison, exercer cette violence-là d'État sur lui, c'est absolument inacceptable. Okay. On ne peut pas gérer un pays de cette façon. Un pays se gère d'une autre façon, dans le respect de la dignité des uns et des autres. Dans le respect même, le respect de la dignité suppose également que lorsqu'on fait un jugement, on essaie de ne voir que le bon côté des choses. Moi, j'aurais été particulièrement ému si je voyais de l'autre côté, du côté du pouvoir, que quelqu'un se lève en disant « Nous trouvons absolument inacceptable que El Hadj Amadou Sall, qui est un avocat connu pour être un avocat sérieux, pondéré, qui n'est pas là pour dire n'importe quoi, subisse le traitement qu'il a subi. » J'aurais été heureux qu'un ministre de la République, de haut responsable de l'État, puisse dire que le traitement qui a été fait à Karim Wade est absolument inacceptable. Oui. Le ministre de la Justice promet de faire la lumière sur ce qui s'est passé. C'est cela qui constitue des moments fondateurs et des moments fédérateurs d'une nation. Oui. C'est à ces événements-là qu'on reconnaît la grandeur de ceux qui dirigent une nation. Le ministre de la Justice vous a-t-il donné des gages de bonne foi quand il s'engage à tirer cette affaire au clair? Le ministre de la Justice, je l'ai entendu. Oui. J'ai respecté ce qu'il a dit. J'ai dit également, je le dis ici en toute honnêteté, le ministre de la Justice n'a pas une attitude inférieure à son devoir. Ce qu'il a dit me fait honneur, et lui fait honneur. Lorsqu'il dit que c'est la première fois, en tant qu'acteur de la justice, il a 34 ou 35 ans de barre, que c'est la première fois qu'il voit dans ce pays un avocat expulsé d'une salle d'audience. Je suis en accord et en harmonie avec ce qu'il dit lorsqu'il affirme et lorsqu'il nous quémande d'avoir de la retenue, tous les acteurs de ce procès, à la fois les juges qui jugent, le procureur qui requiert et les avocats qui défendent. Il nous demande à tous d'avoir de la retenue. Et enfin, troisièmement, lorsqu'il dit qu'il va prendre des mesures, je dis qu'il est en accord avec sa conscience et son devoir. Mais il est le seul à le dire. J'aurais bien aimé que d'autres le disent. C'est une voie autorisée. C'est une voie autorisée, oui. Mais c'est encore insuffisant. Ça me va droit au cœur. Je lui dis merci Sidiki, c'est ça ton devoir, parce que c'est un ami, c'est à la fois un ami et c'est quelqu'un avec qui je partage des opinions et le même métier. Donc c'est ça aussi que je demande. Mais lorsqu'on vient dire que vous faites du théâtre, c'est de la théâtralisation, je dis je suis meurtri, parce qu'on ne devrait pas réagir de cette façon-là. Okay. Maintenant, quel crédit donnez-vous aux accusations de l'UJTL qui dit qu'il y a une volonté d'assassiner Karim Wade en prison? Ah bah écoutez, parce que pourquoi le garder en prison aussi inutilement? Quelqu'un même aurait été engagé dans je vais vous dire, aujourd'hui, au moment où je vous parle, Karim Wade est interdit de visite. Interdit pas en droit. En dehors des visites de sa mère, il n'a aucune visite. Je dis bien aucune visite. Vous, ces avocats, vous le rencontrez régulièrement? Mais ça, nous ces avocats, la loi ne donne pouvoir à aucune autorité nationale. Aucune autorité ne peut interdire les avocats de visite. On ne peut pas m'interdire de le voir. Puisqu'on ne peut pas m'interdire, il a 4 avocats, 5, 6, à peu près un peu moins d'une dizaine d'avocats. On ne peut pas lui interdire ces visites-là. Mais les visites des avocats, c'est des visites de travail. Il a droit à des visites de sa famille. Aucun autre membre de sa famille, en dehors de sa mère, aujourd'hui ne peut le voir, premièrement. Deuxièmement, à l'intérieur de la prison, il est isolé. Il est seul dans son coin. On cherche à l'atteindre moralement. C'est pour sa sécurité. Mais pour sa sécurité, il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller à sa sécurité. Il n'est pas... Il faut bien qu'on comprenne. S'il demande quelque chose, on lui dit qu'il n'a pas plus de droits qu'un autre Sénégalais, un autre citoyen qui est en prison. Les autres citoyens qui sont en prison ne sont pas isolés comme lui.
Vous imaginez Karim Wade dans une cellule avec une dizaine, une vingtaine de personnes. Il a des choses qui sont attachées à une certaine dignité, à la dignité des fonctions qu'il a occupées. Oui. Simplement, ce n'est pas un petit voleur à la tire. Je suis désolé, mais ce n'est pas une raison aussi de l'isoler. Ce n'est pas une raison de le priver de visite. Il est privé de visite, il est isolé et on exerce une violence sur lui et on exerce une violence sur ses avocats. Tout ça, mis l'un dans l'autre, peut faire dire à certains qu'ils craignent qu'on cherche à attenter à sa vie. Oui, je ne le dis pas personnellement, mais je peux parfaitement comprendre ce qu'ils disent. Parce que ceux qui le disent n'ont pas accès à lui. Mais pourquoi, ma foi, il est interdit de visite? Pourquoi on le présente menotté? Pourquoi on le frappe et on le blesse? Pourquoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui peut expliquer tout ça? Il faut bien qu'on nous explique. Il n'y a pas de raison particulière de le frapper. Il a été frappé, il a été battu, il a été blessé. Mais au-delà de tout cela, Karim Wade a été ministre d'État dans ce pays. Respectons un peu cette fonction-là. Même si ça ne crée pas un privilège, la République n'a pas le droit de se comporter ainsi avec ses serviteurs. Et il a été un digne et loyal serviteur de notre République. Il ne mérite pas ça, ma foi. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça lui donne le droit d'être un prisonnier de luxe? On ne lui demande pas, il n'a demandé aucun luxe. J'ai été prisonnier. J'ai fait 1 mois de prison en 1988. Abdoulaye Wade a été prisonnier. Il a fait des mois de prison. D'autres ont été des prisonniers. Mais tout de même, il y a un minimum de respect que l'on doit à la dignité humaine. On lui demande simplement au gouvernement et à l'administration de respecter ce qui fait de lui un être humain, c'est-à-dire sa dignité. C'est tout ce qu'on leur demande. Et non cette façon absolument ridicule de chercher à l'humilier, à l'isoler pour l'atteindre moralement, émotionnellement. C'est peine perdue. Et je le dis ici, c'est peine perdue. Macky Sall ne parviendra pas à faire humilier Karim Wade. Macky Sall ne réussira pas à l'atteindre moralement. Il a le moral au plus haut point. Mais la prison a ses rigueurs. Oui. On ne gère pas quelqu'un comme s'il était dans un hôtel 5 étoiles. Il n'est pas dans un hôtel 5 étoiles, mais on n'a pas le droit de porter atteinte à la dignité des gens en cherchant à les humilier. Que gagne Macky Sall en humiliant Karim Wade? C'est pas Macky qui humilie. Ah ben c'est lui qui est le chef de l'État. C'est lui qui est le chef de l'État. C'est lui seul qui a la responsabilité de veiller au bon fonctionnement des institutions et des administrations. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. C'est lui. Donc, si les administrations ne marchent pas, si l'administration cherche à humilier, si on cherche à piétiner des gens, je dis qu'il est le seul responsable. Parce que c'est le seul qui a été élu président de la République. S'il n'est pas capable d'exercer sa mission, qu'il le dise, on choisit un autre. Êtes-vous en colère, maître? Oui, je suis en colère. Et j'ai le droit d'être en colère. Je suis en colère contre tant d'injustices. Je suis en colère contre l'utilisation. C'est-à-dire, on instrumentalise la justice pour des règlements de comptes politiques. J'ai une autre idée de l'État. J'ai une autre idée de ce pays, de ce peuple. Notre peuple n'est pas un peuple revanchard. Abdoulaye Wade, quand il a été élu, je le dis en Wolof, qu'est-ce que le chanteur a dit? On n'en attendait pas moins de Macky Sall. Macky Sall, j'ai partagé beaucoup de choses avec lui. Karim Wade a partagé beaucoup d'autres choses avec lui. Ils se sont retrouvés ensemble, autour d'une table, autour d'un bol, en train de déjeuner, de dîner, de rire aux éclats. Les enfants de Macky Sall, de Karim Wade, appellent Macky Sall tonton Macky. Respectons au moins cela. Respectons au moins le fait que Abdoulaye Wade a mis le pied de Macky Sall à l'étrier. Il lui a mis le pied à l'étrier. Il lui a enseigné beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il y a une certaine gêne à voir celui qui a été formé politiquement par Abdoulaye Wade se comporter de cette façon-là. Mais on est en République, il n'y a pas de place pour les sentiments. Ah si, je suis désolé. L'obligation de rendre compte est la République n'est pas insensible. La République a un sens de l'éthique. La République a même des émotions. Même s'il s'agit de rendre compte? Absolument. La République a des émotions. La République, c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est ça la République. La République, c'est le respect de la dignité. La République, c'est un ensemble de choses, un ensemble d'émotions qui reflètent la valeur et les sentiments d'un peuple.
Notre peuple, le peuple sénégalais, est un peuple de dignité, qui respecte la dignité des uns et des autres et qui respecte les droits de l'homme. C'est ça le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais ne peut pas, en tant que peuple, émettre des sentiments de revanche, des sentiments de vengeance, des sentiments de règlement de compte. Ce n'est pas la République. C'est étranger à la République. Voilà, nous allons progresser, maître, le temps est presque fini. Vous avez parlé tout à l'heure d'agression extérieure concernant le PDS, mais le PDS également a ses propres contradictions internes. On a entendu cette semaine l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye dire que c'est lui qui est le bien placé pour devenir secrétaire général du parti. Vous, en tant que militant de premier plan, que pensez-vous de la problématique de la succession d'Abdoulaye Wade? Pierre-Edouard Faye, vous cessez d'être ce que vous êtes, un bon sérère. Et les bons sérères, comme disait Senghor, on les reconnaît par leur sens de la répartie et de beaucoup d'autres choses. Les Sérères sont de bons lutteurs. Vous êtes de très très bons lutteurs, les meilleurs lutteurs de ce pays. Allez chez vous, chacun vient et fait ses bacs, je suis le meilleur. C'est ça qui fait la force de votre peuple aussi et de votre communauté. Et c'est ça que le Sénégal retient aussi de votre communauté et de votre disons de mes esclaves sérères. Quand on va dans l'arène, chacun vient et chacun dit je suis le meilleur. Souleymane Ndéné Ndiaye a raison de dire qu'il est le meilleur. Quelqu'un d'autre a raison de dire qu'il est meilleur. Chacun a le droit de dire qu'il est le meilleur. C'est le jeu sincère de la démocratie. Et quand chacun aura dit qu'il est le meilleur, on laisse les autres, ceux qui doivent choisir ce qui à leurs yeux apparaît comme le meilleur. Mais nous n'en sommes pas là. Ce débat est un débat qu'on a posé trop tôt. Et je le dis à mon ami Souleymane Ndéné Ndiaye, qui est mon ami. Il le sait. C'est à la fois mon petit frère et mon ami. Et il sait toute l'affection que j'ai pour lui. Je connais également l'affection qu'il a pour moi. Aujourd'hui, c'est vrai, chacun a le droit. C'est ça la démocratie. Nous sommes le parti démocratique sénégalais. Nous ne sommes pas le Parti socialiste, nous ne sommes pas l'Alliance pour la République, nous ne sommes pas l'Alliance des forces de progrès. Notre nom, notre dénomination, nous sommes les premiers à dire Parti démocratique sénégalais. La démocratie, c'est tànn sa bu la neex. C'est la liberté de s'exprimer à l'intérieur d'une organisation. D'accord? Donc, chacun a le droit de dire qu'il veut, et nous, on choisira. Mais c'est trop tôt. Le débat est prématuré. Voilà, c'est tout. Ouais. Mais sinon, nous sommes des démocrates. Oui. C'est une preuve de vigueur et de vivacité de notre parti. Êtes-vous Charlie? Ah non, moi je ne suis pas Charlie, je suis... aujourd'hui je suis Karim. Et je suis aussi El Hadj Amadou Sall. Mais je ne suis pas Charlie. Oui, une bonne transition pour parler de cette affaire. Charlie Hebdo, il y a une polémique au Sénégal suite à la participation du président Macky Sall à la marche républicaine en France. Les gens disent qu'il ne devrait pas en fait être là-bas. Vous, quelle est votre position là-dessus? Oui, je suis avec... Aujourd'hui, j'allais sur ma page Facebook, j'ai dit je suis François, en référence au pape, parce que j'ai adoré la position du pape, qui est aujourd'hui ici le berger de l'Église catholique. Connu, l'Église catholique, d'une manière générale, est connue pour son pacifisme. Mais le pape dit, on peut comprendre que quelqu'un qui dit du mal de ma mère reçoive un coup de poing. Et il ajoute, la liberté d'expression doit être garantie, mais toute liberté doit respecter la foi d'autrui. Ça résume tout. Pour ce qui me concerne, je suis d'une certaine culture et j'appartiens à une communauté de foi, où la foi est répandue. Qu'elle soit une foi chrétienne ou une foi musulmane. La société sénégalaise est une société pieuse. Et dans la société sénégalaise, nous nous respectons. Nous respectons les musulmans la foi catholique, les catholiques la foi musulmane. Donc, nous avons une spécificité. Mais ce qui est valable pour nous n'est toujours pas valable pour d'autres sociétés. Oui. J'accepte que dans une société qui n'est pas une société à majorité musulmane, que les gens n'aient pas les mêmes interdits que les musulmans, qu'ils s'expriment librement. Mais dans leur expression, qu'ils respectent la foi des autres et qu'ils ne les blessent pas. Maintenant, sur la participation du président de la République à la marche. Alors, je trouve que je ne partage pas sa participation, parce que c'est quoi sa participation?
Il est Charlie. Il a expliqué. Il s'est... Au nom de la lutte contre le terrorisme. Il s'est expliqué a posteriori. La marche qui a été organisée en France est une marche pour la liberté d'expression. Et le mot d'ordre de la marche, c'est « Je suis Charlie ». Et donc, tout ce qui était à cette manifestation-là, il était parce qu'ils sont Charlie. C'est ça la vérité. Ils y étaient pour ça. Mais s'étant rendu compte, comme d'habitude, de la bêtise de sa position, a posteriori, il tente de se justifier. Mais, malheureusement, le Sénégal, comme disait le président Senghor, est un pays de gens intelligents. Nous avons compris que dans le jardin de Macky Sall a poussé un navet, un gros navet, et il veut transformer ce navet en carotte. Ça ne marchera pas comme ça. Merci, Maître El Hadj Amadou Sall, avocat et membre du Parti démocratique sénégalais. Ça a été un immense plaisir, comme d'habitude, de vous avoir reçu sur ce plateau d'opinion en ces moments un peu particuliers pour vous. Merci Pierre-Edouard, c'est moi qui vous remercie, qui remercie tous vos collaborateurs, vos techniciens. Je remercie surtout mon ami Sidi et je lui dis Tchakanam. Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.